Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin à 8h15, notre invité politique est Gilles Penel, directeur général du Rassemblement national, président du groupe RN au Conseil régional de Bretagne. Il est avec nous en direct ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, le Rassemblement national, elle va en poupe, c'est ce que l'on entend un petit peu partout, ce qu'on lit dans les gazettes, avec les élections européennes qui arrivent et des intentions de vote qui sont comprises entre 28 et 31% selon les sondages. Intentions de vote pour Jordan Bardella. Est-ce que c'est une nouvelle dynamique qui se lance au Rassemblement national avec ces intentions de vote? Oui, vous avez raison de le dire. Jordan Bardella fait la course en tête et il l'a fait pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous sommes les seuls à présenter un programme alternatif à l'Europe de M. Macron et de Mme von der Leyen. Jordan Bardella, qui est déjà candidat annoncé depuis plusieurs mois, mène une campagne très active qui effectivement séduit de très nombreux électeurs, y compris des gens qui ne votaient pas pour nous il y a encore quelques temps. Et je pense qu'on arrive vers le 9 juin, parce que l'élection va avoir lieu le 9 juin. Je le rappelle, à un seul tour. À un seul tour, un seul jour, un seul tour, à la proportionnelle intégrale. Et j'invite tous les électeurs, surtout à ne pas s'abstenir et à amplifier cette dynamique portée par Jordan Bardella et le Rassemblement national. Alors dynamique qui semble se confirmer aussi dans des régions qui n'étaient pas forcément favorables au Rassemblement national. On pense évidemment à la Bretagne. Est-ce que là aussi il y a un signe politique? Oui, il y a un signe politique parce que c'est vrai que la Bretagne, il y a longtemps, et c'est heureux, était en dehors des grands problèmes que connaît la France. Mais aujourd'hui, on voit que la Bretagne est touchée par la crise agricole, très grave, alors que nous sommes une des premières régions agricoles de France et nous soutenons nos agriculteurs, nos éleveurs qui manifestent encore aujourd'hui. La Bretagne est touchée par l'insécurité et la violence. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à Rennes, ce qui se passe à Brest, où on assiste à une dérive à la marseillaise, avec des tirs à la Kalachnikov pendant pratiquement 1 heure dans un quartier de Rennes, quand on voit aussi la désindustrialisation, quand on voit la crise du pouvoir d'achat, effectivement la Bretagne va, je le crois, apporter une bonne surprise aussi au Rassemblement national, et je fais le pari que la liste de Jordan Bardella pourra arriver en tête en Bretagne le soir du 9 juin. C'est ce qui serait du jamais vu finalement. Oui, ce serait du jamais vu, mais je pense que les choses sont en train de changer profondément. Le Rassemblement national est aujourd'hui un mouvement qui apparaît aux yeux des Français comme crédible et capable, au-delà même de cette élection européenne, capable demain de gouverner la France. Car bien évidemment, après les élections européennes, il y aura les élections présidentielles. Et moi, j'invite tous les électeurs ce 9 juin, premièrement, à envoyer le maximum de députés Rassemblement national au Parlement européen pour changer cette Europe qui ne fonctionne plus, qui au contraire fait mourir bien les activités économiques françaises, et puis aussi pour donner une fessée électorale à M. Macron, parce qu'il la mérite, cette fessée électorale. Ces élections, finalement, vous les envisagez un petit peu comme, allez, j'allais dire, un tour de chauffe des élections présidentielles? Oui, personne ne l'ignore. Il n'y a pas que nous, d'ailleurs. Tout le monde sait que ces élections européennes vont aussi avoir un enjeu national. Ça sera aussi le référendum sur l'immigration que M. Macron refuse aux Français. Ceux qui ne veulent plus cette submersion migratoire qu'organise entre autres l'Union européenne cette semaine avec le vote du pacte d'immigration, ceux qui ne veulent plus de cela, ceux qui veulent sanctionner la politique désastreuse de M. Macron, je ne prendrai qu'un seul chiffre, même si ça ne parle pas tellement aux gens. Depuis que M. Macron est à l'Élysée, le déficit public s'est accru de 1000 milliards. Est-ce qu'on se rend compte de ce que cela veut dire? Nous sommes dans une situation financière proche de la banqueroute. Ceux qui se prétendaient les Mozart de l'économie, les Mozart de la finance, sont en train de ruiner la France. Alors les Français le sentent, les Français veulent que ça change, et c'est vrai qu'ils vont avoir une occasion le 9 juin, en mettant un bulletin Jordan Bardella dans l'urne, de changer les choses et d'aller vers un avenir meilleur. Alors on lui fait des reproches à Jordan Bardella de ne pas être assez présent au Parlement européen, de ne pas voter beaucoup de textes. Qu'est-ce que vous répondez? On répond que ce sont des attaques basses et minables des partisans de M. Macron. Jordan Bardella a un des meilleurs taux de présence en séance plénière au Parlement de Bruxelles et Strasbourg. 94%
de séance plénière. Ces discours en séance plénière sont remarqués par tous, il suffit de le vérifier. Il s'agit encore là d'une attaque minable de la Macronie, mais comme la Macronie ne sait plus comment nous faire face, elle invente des histoires. Tout le monde sait que Jordan Bardella est un élu sérieux, est un élu compétent et qu'il est à la tête d'une délégation qui va grossir le 9 juin. Alors, Jordan Bardella, j'allais dire, laboure le terrain depuis déjà plusieurs mois à la rencontre des futurs électeurs du Rassemblement national et pour convaincre aussi ceux qui ne sont pas électeurs du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un effet Jordan Bardella ? Oui, je pense indiscutablement. Il y a un effet Jordan Bardella, particulièrement, tout le monde le dit, chez les jeunes. Les jeunes se reconnaissent en lui parce que il porte des valeurs de renouvellement, il porte des valeurs d'avenir aussi. Parce que les gens sont soucieux de leur avenir. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Est-ce que je pourrai fonder une famille? Est-ce que j'aurai un travail qui va me permettre de vivre, de nourrir ma famille, mes enfants? Et tout ça, Jordan Bardella le porte avec le Rassemblement national et Marine Le Pen, parce que n'oublions pas que Marine Le Pen soutient bien évidemment la candidature de Jordan Bardella, et on me dit même qu'elle sera sur la liste, peut-être en dernière position, symboliquement, en position non éligible, pour montrer que le Rassemblement national est entièrement, et ses ralliements, car nous avons beaucoup de ralliements, et ces ralliements sont tous derrière Jordan Bardella. Alors avec aussi la question, vous parliez tout à l'heure des élections, de l'élection présidentielle de 2027, il y a encore 3 ans, mais j'imagine que déjà dans les états-majors on y pense, et pas seulement en se rasant, et là je parle pour les messieurs parce que pour les dames ça ne marche pas, mais j'imagine aussi qu'au Rassemblement national se pose la question, est-ce que Marine Le Pen va se présenter pour une nouvelle candidature, ou est-ce que Jordan Bardella pourrait un peu éclipser Marine Le Pen? Non mais écoutez, je pense que ce débat-là il n'existe pas. Parce que on a bien vu aussi les partisans de M. Macron essayer d'opposer Marine Le Pen à Jordan Bardella. Malheureusement, pas de chance pour eux, ça c'est pas vrai. Il y a une parfaite entente entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Jordan Bardella est le président du RN, tête de liste aux européennes. Marine Le Pen est la présidente d'un groupe, le principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale où elle réalise un travail remarquable. Et aujourd'hui, tout le monde s'entend pour dire au Rassemblement national que Marine Le Pen portera les couleurs du Rassemblement national au présidentiel. Et d'ailleurs, elle l'a dit elle-même. Si je suis élu présidente de la République, Jordan Bardella sera mon Premier ministre. Voilà, donc déjà un embryon de gouvernement. Exactement, on peut le voir et un embryon de talent, un binôme déjà de talent. Je pense que nos adversaires politiques sont bien démunis de talent, eux. Alors on va parler, vous parliez à l'instant, Gilles Penel, de ce déficit de la France, 5,5% du PIB. La France qui a dérapé finalement dans sa dette. Aujourd'hui on parle de restrictions budgétaires, on parle d'austérité, le retour de l'austérité. Et le président de la République a fixé une ligne rouge. Il ne voudrait pas justement qu'il y ait plus de prélèvements d'impôts pour les Français, mais peut-être s'attaquer un peu au social, c'est-à-dire à l'assurance chômage, qui doit être rediscuté dans les temps qui viennent à l'Assemblée nationale, mais également aussi à l'épargne. Est-ce qu'il y a une ligne rouge qui pourrait être franchie à ce niveau-là? Non, mais le problème, c'est que... Alors, moi, je crois qu'il faut replacer les choses. Le président Macron et ses gouvernements successifs sont les principaux responsables de l'état catastrophique de nos finances. Bon, c'est très grave parce que quand on annonce des 1000 milliards ou 3000 milliards de déficit aujourd'hui, les gens comprennent pas toujours ce que ça veut dire. Alors moi, je vais leur dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les générations qui viennent vont devoir payer cette dette. C'est-à-dire que les jeunes, par exemple, qui n'ont pas encore commencé à travailler, savent déjà qu'ils vont payer cette dette. Et donc, il serait particulièrement scandaleux que M. Macron, après avoir creuser ce déficit abyssal qui n'existe nulle part ailleurs, fasse payer aux Français en réduisant les cotisations sociales, par exemple, que vous évoquiez, ce serait particulièrement scandaleux. Il y a une chose qu'il faut faire d'urgence, c'est réduire les dépenses inutiles. Parce que moi, je suis toujours très soucieux quand je vois M. Macron partir à l'étranger, où on apprend qu'il a balancé 3 milliards là, 5 milliards là, 1 milliard par-ci. Il faut cesser cela. Il faut cesser de saupoudrer l'argent des Français. D'ailleurs, sans aucun contrôle du Parlement. Monsieur Macron annonce que 3 milliards par-ci, 2 milliards par-là. Je pense qu'il doit être sanctionné sévèrement. Dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que ceux qui ont creusé ce déficit ne pourront pas demain le résoudre. Il faut tourner la page de ces gens qui ont créé cette situation qui est très grave pour la France.
Voilà, la France qui était en excédent budgétaire à la fin du mandat de Georges Pompidou. On en parle beaucoup avec on a parlé du 50e anniversaire de la mort, de la disparition. Et était à l'équilibre en 1977 sous le gouvernement Raymond Barre, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que demain, on peut imaginer que la France arrive à rembourser cette dette? Non, mais il le faudra de toute façon. Il faudra plutôt que de rogner encore sur les Français, plutôt que d'augmenter les impôts, parce que je vous rappelle quand même que nous sommes un des pays au monde les plus imposés. De taxes, d'impôts de toutes sortes, et il est hors de question d'augmenter la pression fiscale. Donc il va falloir réduire les dépenses. Nous, par exemple, on va considérablement réduire les dépenses dans les budgets de l'immigration, qui nous coûtent des milliards par an, qui sont chiffrés maintenant par des experts, on parle de dizaines de milliards par an. Eh bien nous, on va couper ces budgets, parce que ce n'est pas aux Français de payer une nouvelle fois la note salée que M. Macron et ses prédécesseurs. Parce qu'il faut reconnaître que M. Hollande et M. Sarkozy ont grandement contribué aussi à creuser le déficit français. Sauf que c'est vrai que M. Macron a battu tous les records. M. Le Maire, ça fait 7 ans qu'il est ministre de l'économie. Il vient encore sur les plateaux jouer les experts en économie. Il devrait démissionner aujourd'hui. Démissionner, se couvrir de cendres et demander pardon aux Français. Avec quand même des voix qui s'élèvent pour dire qu'il y a eu peut-être dissimulation, alors ces voix c'est plutôt du côté de LR, dissimulation de la situation catastrophique de la France. Est-ce que c'est grave à vos yeux si il s'avérait que le gouvernement n'a pas informé par exemple les parlementaires? Mais bien sûr que c'est grave. Le problème c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les problèmes de déficit budgétaire sont loin des préoccupations quotidiennes des Français, alors que dans la réalité elles les concernent directement aussi. Et donc finalement on en parle peu, et là on a été obligé d'en parler parce que les chiffres sont sortis. Et les chiffres sont sortis d'ailleurs entre autres par les agences de notation, etc., qui vont d'ailleurs sanctionner la France parce que nous arrivons maintenant à un niveau de déficit qui est considérable. Et donc je pense que oui, c'est grave. On parle d'une motion de censure qui pourrait être votée à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Qui pourrait faire tomber le gouvernement Attal. Eh bien écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose et qu'on prononce et qu'il y ait enfin la dissolution de cette Assemblée nationale parce que M. Macron n'a plus de majorité. M. Attal fait du théâtre. Il joue un rôle d'acteur de théâtre, pas très brillant d'ailleurs, mais ça ne suffit plus pour résoudre les problèmes des Français. Moi je pose une question, comment M. Macron va-t-il terminer son quinquennat? Quel projet de loi va-t-il pouvoir passer à l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, non, la France est paralysée parce qu'il n'a plus de majorité. Il n'a plus la confiance des Français aussi. Le général de Gaulle aurait dit que pour mener une grande politique, il faut avoir la confiance des Français. Monsieur Macron n'a plus la confiance des Français. Donc il lui reste une solution, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. Nous sommes prêts au Rassemblement national. Avec cette motion de censure qui sera votée par le Rassemblement national? Oui, on peut le penser. La décision n'est pas encore prise, on n'a pas encore le calendrier de ce dépôt de motion de censure, mais il est évident que nous avons nous-mêmes déjà déposé des motions de censure. Il faut sanctionner ce gouvernement qui aujourd'hui n'est plus à la hauteur, est incapable de résoudre les problèmes des Français, et pas seulement le déficit public, les problèmes d'insécurité, de violence, de cambriolage dans nos campagnes par exemple, ou dans nos villes, dans tous les domaines. Et puis il y a aussi une chose qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'avec M. Macron, l'image de la France dans le monde est considérablement ternie. Nous sommes la risée de toutes les diplomaties mondiales. Monsieur Macron donne une image de la France catastrophique. Il est l'artisan de la déconstruction de la France, de l'effacement de la France sur la scène internationale. Et ça, c'est aussi très grave. Et les Français le ressentent. Il y a eu des propos d'Emmanuel Macron à propos de la guerre en Ukraine et de l'envoi possible des troupes au sol. On en parle encore aujourd'hui, ça revient assez ponctuellement sur le devant de la scène. Est-ce que pour vous ça sonnait comme une alerte? Il fallait le dire? Ou est-ce que c'est une maladresse politique? J'ai déjà posé la question à quelques C'est pas une maladresse, c'est une faute grave. Est-ce que M. Macron pèse bien ses mots de dire que nous allons la France rentrerait en guerre contre une puissance nucléaire qui s'appelle la Russie. Mais c'est de la folie. Il est totalement irresponsable. Et d'ailleurs, il a fait peur aux Français. Alors premièrement, il fait peur aux Français, à juste titre. Et deuxièmement, je remarquerai que tous les gouvernements en Europe ont pris leur distance immédiate avec ces propos de M. Macron. Que nous condamnions l'agression de l'Ukraine par la Russie, que nous aidions de façon humanitaire l'Ukraine, que nous accueillons des réfugiés ukrainiens comme le Rassemblement national l'a souhaité et l'a fait, exemple, comme Louis Alliot à Perpignan, le maire RN. Nous sommes d'accord, mais envoyer des troupes en Ukraine, c'est irresponsable. Et je pense que M. Macron, en plus de faire une politique déplorable, il fait peur aux Français.
Alors, l'aide à l'Ukraine, aujourd'hui, elle est conséquente, aide financière, aide en armes. Il faut poursuivre cette aide? Moi, je pense que le rôle de la France, parce que moi, je considère encore, et le Rassemblement national considère, que la France est encore une grande puissance. Et quand on est une grande puissance, on est attaché à la paix. Et donc, le rôle de la France, c'est pas de souffler sur les braises, c'est pas de livrer des missiles, c'est d'essayer d'organiser avec nos partenaires, avec des pays comme la Chine, peut-être avec des pays européens, d'organiser une conférence de la paix, de prendre l'initiative d'une conférence de la paix. Il faut faire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Il faut signer un traité de paix. Parce que la guerre, ça fait des milliers de morts toutes les semaines. C'est pas dans les fantasmes de M. Macron, c'est des milliers de morts toutes les semaines, c'est des souffrances. Il faut stopper ce conflit. Et donc le rôle de la France, c'est d'être un arbitre de paix. Avec, vous parliez à l'instant, Gilles Penel, des réfugiés ukrainiens. Il y a aussi des déserteurs ukrainiens, de jeunes hommes qui arrivent en France et qui parlent de la situation terrible sur le front. Oui. Là aussi, il y a urgence à les accueillir, à les écouter, écouter leurs paroles. D'ailleurs, le Rassemblement national s'est prononcé pour l'accueil de ces réfugiés ukrainiens, car on sait très bien qu'une fois que la paix reviendra, ils repartiront dans leur pays. Ce n'est pas du tout la même immigration que ceux qui viennent chez nous chercher des allocations sociales ou familiales pour coloniser notre pays. Donc bien évidemment, il faut aider les Ukrainiens, mais il faut surtout les aider en prenant l'initiative d'une conférence de la paix. La paix, donc, qui est la réponse, avec aussi une autre réponse, parce qu'on voit la demande pressante du président Volodymyr Zelensky de rentrer en Europe, de faire partie de l'Union européenne, d'être un nouveau pays de l'Union européenne. Là aussi, vous êtes plutôt favorable à l'entrée de l'Ukraine Pas du tout, nous y sommes totalement opposés. Alors ça, nous sommes totalement opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, pour deux raisons. La première raison, c'est que le niveau économique de l'Ukraine est très inférieur à la moyenne de l'UE, ce qui veut dire qu'il faudrait, selon les traités européens, injecter des centaines de milliards d'euros pour redresser l'économie ukrainienne et l'amener à un niveau de la moyenne européenne. Nous n'en avons plus les moyens. Et deuxièmement, je rappelle que l'Ukraine est une grande puissance agricole, grande puissance céréalière, et que ce serait l'acte de décès de l'agriculture française, puisque par définition, les produits agricoles ukrainiens pourraient se déverser totalement librement, sans aucun droit de douane, dans toute l'Union et en partie en France. Donc non, l'Union européenne ne doit pas s'élargir. Il faut mettre fin aux élargissements d'ailleurs, parce qu'il faut d'abord réformer l'Union européenne. Elle fonctionne mal aujourd'hui, et avant de s'élargir, elle doit revenir à des politiques beaucoup plus concrètes pour servir les intérêts des Européens et non pas aujourd'hui déconstruire les nations. Alors on a une Union européenne effectivement qui est assez mal perçue. En règle générale, il y a une forme de défiance des Français légitime vis-à-vis de l'UE. Vous parliez de réforme. Est-ce qu'il faut introduire plus d'humanité dans cette Union européenne très technocratique? Il faut surtout rétablir de la démocratie et de la souveraineté des peuples. Il faut respecter la souveraineté des nations. Il faut enlever le pouvoir à ces milliers de technocrates de la Commission de Bruxelles qui vivent dans des grandes tours à Bruxelles, couper des réalités et qui nous couvrent de normes, de règlements qui asphyxient notre vie quotidienne, notre économie. Oui, c'est ça qu'il faut réformer. Après, il y a des grandes décisions à prendre, ce qu'a proposé Jordan Bardella, de faire sortir l'agriculture des traités de libre-échange. Parce que sinon, c'est notre souveraineté alimentaire qui est menacée, c'est notre monde paysan. Et notre monde paysan, c'est celui qui entretient nos paysages, c'est celui qui fait vivre nos villages. Et donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire pour réformer cette Union européenne, avant même de penser de l'élargir à des pays qui nous apporteraient probablement plus de problèmes que de solutions. Alors, il y a l'Europe sociale. On a abordé tout à l'heure en début d'entretien, Gilles Penel, cette Europe sociale. On le voit aujourd'hui, elle ne se construit pas, l'Europe sociale. Elle n'arrive pas à se construire. Il n'y a pas d'équité entre les pays, par exemple sur un salaire minimum ou sur des droits sociaux particuliers. Est-ce qu'elle va être à construire, cette Europe sociale? Moi, je pense que le modèle social doit être un élément de chaque pays. Nous avons des histoires différentes. Le modèle social allemand est différent du modèle social français. Le modèle social anglais, ils sont partis, était différent. Donc il ne s'agit pas d'uniformiser cela. Moi, ce que je voudrais, c'est que le modèle social français soit préservé, soit enrichi, et non pas forcément s'aligner
sur d'autres pays qui n'ont pas les mêmes considérations que nous. Donc attention dans ce domaine, il faut respecter la souveraineté des États, la tradition de chaque État, l'histoire sociale de chaque État. Nous avons un modèle social qui a été construit en grande partie à la Libération, qui a été construit par le général de Gaulle et ses successeurs. Il doit être préservé, réformé certes, où ça ne va pas, mais moi je ne veux pas qu'on aligne notre modèle social sur le modèle social allemand, par exemple, qui fait travailler les travailleurs détachés comme des esclaves des temps modernes. Alors il y a aussi la question de l'environnement, c'est une question très vaste évidemment et qui préoccupe avec le réchauffement climatique. Là aussi on entend peut-être un petit peu moins le Rassemblement national sur l'environnement, vous allez me dire si je me trompe, mais est-ce qu'il y a une urgence environnementale aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a une urgence environnementale, sauf que nous, les députés RN au Parlement européen évoquent beaucoup cela. Et par contre, ils s'opposent totalement à la vision que l'Union européenne, la réponse de l'Union européenne à ce défi. La réponse de l'Union européenne, c'est l'écologie punitive. C'est des normes, des contraintes, des impôts, des taxes. Ça s'appelle le pacte vert, le Green Deal, le programme agricole de la ferme à la fourchette, qui est en fin de compte des programmes qui prennent prétexte de l'urgence climatique, qui s'appuient sur la nécessité de faire une transition écologique, mais qui, dans la réalité, prônent la décroissance, veulent qu'on supprime une partie du cheptel en Bretagne, par exemple, bovin, veulent qu'on produise moins de céréales. Eh bien non, nous sommes opposés à cette vision qui vise à finalement, s'appuyant sur des vrais problèmes, l'environnement, punir encore plus les gens, contraindre les gens. L'écologie ne doit pas être punitive. Elle doit être incitative, elle doit être accompagnée par des politiques qui réunissent tout le monde et qui n'opposent pas les Français entre eux. Aujourd'hui, les écologistes sont des facteurs, les écologistes, les Verts, sont des facteurs de division de la société française. Ils opposent les paysans aux citadins, ils opposent les conducteurs d'automobiles à ceux qui n'en ont pas. Il faut arrêter cela. Voilà. Nous sommes attachés à une écologie responsable, une écologie qui respectera notre environnement, car tout le monde est attaché à la protection de son environnement, y compris en Bretagne, bien sûr. Alors la Bretagne, justement, on en entend beaucoup parler de la Bretagne un petit peu en dehors de ses frontières aujourd'hui, avec ce qui se passe en Corse. On a vu Gérald Darmanin qui a entamé ce fameux processus d'autonomie de la Corse. Alors il s'agit d'une autonomie au sein de la République française. On a entendu le président de la région Bretagne, Loïc Chénez-Girard, qui a dit pourquoi pas, finalement la Bretagne pourrait aussi demander son autonomie. Une autonomie des territoires, une Europe peut-être un peu plus fédérale, une Europe des régions en tout cas, est-ce que pour vous c'est quelque chose de réalisable et de souhaitable? Alors, moi je pense que c'est pas souhaitable, parce que l'Europe des régions, effectivement, ça c'est le projet clair, indiqué des technocrates de la Commission de Bruxelles. Oui, ils veulent une Europe des régions parce qu'ils veulent supprimer les nations. Moi, je pense que la Bretagne est une région riche de ses identités. Il y a plusieurs identités bretonnes, il n'y en a pas qu'une, parce que le Finistère n'est pas le pays gallo, le pays de Vannes n'est pas le Léon, etc. Le pays de Saint-Malo n'est pas le pays de Brest. Et donc, pour préserver les identités bretonnes, on a besoin d'un État protecteur. On a besoin d'un État stratège. Alors certes, on n'a pas besoin de l'État de M. Macron actuellement, qui est un État technocrate, qui est un État qui impose des contraintes, des normes, il ne faut pas ça. Trop jacobin, finalement. Oui, non, mais je pense que par exemple, pour protéger la Bretagne de la submersion migratoire, pour protéger la Bretagne de l'uniformisation culturelle à laquelle nous assistons à l'échelle mondiale, il faut un État protecteur. Et je pense que ceux qui sont attachés à l'identité de la Bretagne, aux identités de la Bretagne, doivent comprendre ça. Alors je comprends qu'ils ne soient pas d'accord avec ce qui est fait aujourd'hui à Paris, parce qu'en fin de compte, on a du mauvais Paris aujourd'hui. Nous, avec le Rassemblement national, il y aura un bon Paris. Vous savez, le bon Paris, c'est le programme du général de Gaulle qui crée le plan routier breton, qui installe Citroën à Rennes, qui installe un pôle de télécommunications à Lannion. Et bien nous le ferons demain pour la Bretagne, sans aller vers ces chimères d'une autonomie régionale. On comprend que le président Loïc Chénez-Girard, qui n'a pas beaucoup de pouvoir, veut en avoir un peu. Je lui ai souvent dit, vous êtes comme la fable de La Fontaine, vous êtes une petite grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf, mais on connaît comment se termine l'histoire. Loïc Chénez-Girard qui pourra vous répondre d'ailleurs lundi, il sera notre invité. Et bientôt d'ailleurs, parce que nous avons une session au Conseil régional très bientôt. Voilà, il pourra donc répondre à la fable de La Fontaine. Il la connaît. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi une grande urgence à
à réindustrialiser. On parle beaucoup d'une France et d'une Bretagne qui se réindustrialise malgré tout, mais est-ce qu'on a pris trop de retard là-dessus ? On a pris trop de retard parce qu'on a couvert nos entreprises de contraintes, de normes, d'impôts, de taxes, qui ont fait que certaines d'entre elles ont délocalisé, par exemple. Ou comme on a tellement signé de traités de libre-échange, et pas seulement dans le domaine agricole, on a vu des produits qui nous arrivent du monde entier avec lesquels nos entreprises peuvent pas lutter. Donc effectivement, il faut réindustrialiser. Il faut réindustrialiser parce que sans industrie, il n'y a pas la puissance d'un territoire. On ne peut pas vivre seulement ici en Bretagne, par exemple, du tourisme. C'est pas possible. Alors certes, l'industrie touristique, l'activité touristique, apporte beaucoup de revenus à la Bretagne, mais on ne peut pas vivre que de ça. On a besoin d'une agriculture puissante, on a besoin d'une industrie puissante. Les Bretons ont d'ailleurs déjà démontré que dans le domaine de l'industrie, ils étaient souvent des capitaines d'industrie, mais il faut les aider. Il faut développer des infrastructures leur permettant de développer leur activité. Il faut les protéger de la concurrence étrangère. Et puis surtout, il faut arrêter de leur prendre sans cesse dans leur poche et dans celle de leurs salariés des taxes et des impôts qui les étouffent aujourd'hui. Oui à la réindustrialisation, mais pas celle que fait M. Macron, parce que M. Macron, c'est des mots, parole, aurait dit la grande chanteuse. Il nous reste 3 minutes, me dit notre réalisateur. On parle souvent de la vision européenne, de la vision à court terme. Est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une vision à long terme pour l'Europe, pour la France également ? Moi, c'est ce que je reproche à ceux qui nous gouvernent. Ils n'ont plus de vision à long terme. Ils gouvernent au bout de leur nez. Ils gouvernent pour savoir ce que va dire une radio du service public le lendemain matin. Ils gouvernent comme ça. Alors qu'un vrai gouvernant, il se projette sur 10 ans, 20 ans. Je prends un exemple. Quand, avec le général de Gaulle et le plan Mesmer, par exemple, on lance le grand programme nucléaire français qui nous a permis d'être indépendants, qui nous a permis d'avoir une énergie qui ne produisait pas de gaz à effet de serre, on se projetait sur 10, 20, 30 ans. Nos politiques actuelles sont incapables de faire ça. Nous, effectivement, nous pensons qu'il faut une vision à long terme, parce qu'il faut assurer l'avenir des générations qui vont nous suivre, assurer la qualité de leur vie, leur prospérité et leur tranquillité. Est-ce qu'il faut abaisser les normes ? Ça, je vous taquine un petit peu. On a évoqué De Gaulle, on a évoqué aussi Pompidou qui disait qu'il faut arrêter d'emmerder les Français. C'était il a raison. Son terme. Oui, et on emmerde les Français tous les jours aujourd'hui. On les empêche de travailler, on les empêche de créer de la richesse. On les empêche aussi d'avoir une vie tranquille. Aujourd'hui, quand on ferme sa maison le matin, on ne sait pas si on va pas être cambriolé dans la journée. On ne sait pas si une jeune fille pourra, quand le printemps et le soleil va arriver, sortir avec une tenue totalement occidentale. Dans certains quartiers, on ne peut plus. Oui, on n'arrête pas d'emmerder les Français. Et aujourd'hui, M. Macron fait une politique contre les intérêts des Français. C'est pourquoi Jordan Bardella et Marine Le Pen, le Rassemblement national, incarnent un grand rassemblement de tous les Français. Nous avons des Français aujourd'hui qui nous rejoignent, qui viennent de toutes les grandes familles politiques, parce qu'on sent qu'il est en train de se passer quelque chose. Et aujourd'hui, les gens savent que nous allons réussir à prendre le pouvoir dans peu de temps, et que le 9 juin, ça va être le premier acte de cette reconquête politique dont notre pays a tant besoin. Vous piquez le mot reconquête, je le remarque. Oui, mais je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Je pense que dans ces élections, il n'y a qu'une seule liste patriote, il n'y a qu'une seule liste qui défend les intérêts des Français, il n'y a qu'une seule liste qui peut gagner, c'est celle de Jordan Bardella. C'est aussi le fait qu'elle puisse gagner cette seule liste qui fait peur aux autres partis politiques, aux autres formations ? Les autres partis politiques, c'est la Bérésina, c'est un champ de ruines. Ils n'ont plus de dirigeants, ils n'ont plus de leaders, ils n'ont plus de programme. C'est quoi le programme de M. Macron ? C'est quoi le programme des Républicains aujourd'hui ? C'est quoi le programme de ce qui reste du Parti Socialiste ? On ne sait pas. Personne ne le sait. Alors nous, effectivement, nous avons une stratégie, nous avons des dirigeants de qualité, nous avons un programme, et c'est normal qu'ils nous attaquent, mais vous savez, leurs attaques ne nous atteignent pas. D'ailleurs, plus le gouvernement attaque la liste de Jordan Bardella, plus il pousse les Français qui ne supportent plus ce gouvernement à voter pour Jordan Bardella. La France bascule à droite, certains diraient à l'extrême droite ? Non, moi je refuse ces mots-là. Il n'y a plus que ceux qui ont la grille de lecture des années 80 qui utilisent ce vocabulaire de l'extrême droite. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un retour d'une volonté, effectivement, d'aimer son pays, d'aimer la France, d'aimer son histoire,
d'aimer son présent et d'aimer son futur. Et c'est ça qui réunit aujourd'hui de plus en plus de Français autour du Rassemblement national et autour de Jordan Bardella. Gilles Penel, directeur général du Rassemblement national, président du groupe RN au Conseil régional de Bretagne, était notre invité en ce vendredi matin. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir été avec nous. Très belle journée. Merci à vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.